échelle de l'univers. Ah, pas mal. Ah. Allez, il est 20h05. Thierry, je vais couper ton micro et donc on va pouvoir commencer cette première conférence qui rentre dans le cadre de la programmation 2021 du Printemps du Planétarium. Donc, comme vous l'imaginez bien, le planétarium en ce moment ne circule pas beaucoup et il ne peut pas accueillir beaucoup de monde. Mais c'est pour ça qu'on a proposé de mettre en place ces quelques conférences sur les 10-15 jours à venir. Donc ce soir, on commence par Quentin Poirier, donc, qui est étudiant en première année à l'école Felma. C'est sa première conférence en visio et en réel. Et donc, il va un petit peu nous parler, enfin un peu plus profondément, de la gravitation à différentes échelles de l'univers. Voilà, donc si vous avez des questions, soit vous les posez en direct dans l'onglet discussion au milieu de votre écran en bas sur la dernière ligne là où c'est écrit discussion, soit vous gardez ça pour la fin de l'intervention, vous pourrez poser vos questions à l'oral. En attendant, j'ai coupé les micros de tout le monde, mais si vous voulez intervenir pour vraiment prendre la parole, n'hésitez pas dans l'onglet réaction à faire lever la main ou à nous faire un petit signe. Voilà, Quentin, à toi de jouer. On est parti pour à peu près 1 heure et puis ensuite on aura un bon moment pour faire des questions-réponses. Allez, un petit 3/4 d'heure et puis ensuite un moment de questions-réponses. Quentin, tu as la parole. À toi de jouer. Ah, Quentin venez de nous quitter en fait. Il nous rejoint. Voilà. Allez, je le renomme co-hôte. Quentin, est-ce que tu es de retour? Quentin. Je suis désolé, Quentin, il a un souci. On n'entend pas Quentin. C'est bon. Voilà. J'ai eu un souci technique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au bon moment. Hein. Allez, donc j'ai passé la main. Voilà, alors, donc je ne vais pas refaire toute l'introduction, mais à toi la parole. Bon. À toi de jouer. Comme on vous l'a expliqué, je vais vous faire un petit dézoom sur les échelles de l'univers et en passant de notre échelle, on va partir de la Terre avec notre système solaire et on va faire un dézoom progressif pour se mettre en jambes et voir à peu près les ordres de grandeur qui sont mis en jeu dans l'univers, les ordres de grandeur de masse notamment, les ordres de grandeur de distance. Et j'ai décidé de ne pas parler d'ordre de grandeur de temps parce qu'un de mes collègues va plus tard le traiter dans le cadre des conférences et ça sera la dernière conférence si vous voulez savoir. Pour cela, j'ai décidé de faire, voici mon plan. Ici, comme je vous ai dit, on va faire un dézoom progressif en grand 3, grand 4, grand 5 sur les échelles de l'univers. Il me semble qu'on a à nouveau perdu Quentin. Quentin, on ne t'entend plus. On a fait des tests tout à l'heure, tout fonctionnait bien. Hein. Il est tombé dans un trou noir. Non, je vois pas bien pourquoi ça bug. On ne t'entendait plus. Et là, on te revoit. Alors, je refais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on te voit et on t'entend. Et je peux passer les diapos, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de souci. Bah, ça doit être ça. Il y a un problème quand je passe de 3 diapos, mais c'est pas un problème. Donc, comme je vous ai dit, comme je vous étais en train de vous dire, on va regarder parallèlement de 3 phénomènes gravitationnels. Comme par exemple, le plus simple, c'est celui de satellisation qu'on peut observer, par exemple, la Lune qui est satellisée. Et on va avoir ce phénomène qui va apparaître de manière assez transversale. Alors, avant de commencer, je vais devoir faire un peu de définition parce que quand je vous parle d'ordre de grandeur de l'univers, il faut avoir quelque chose avec lequel comparer ce que je vais vous dire comme ordre de grandeur de masse ou de distance. Et pour cela, on va par exemple définir un symbole classique qui est le rond-croix, qui signifie, c'est un symbole standardisé qui symbolise la Terre. Donc, si vous mettez
Grand M, la masse avec ce symbole, ça veut dire la masse de la Terre, qui est environ de 10 puissance 24 kg. Mais vous pouvez, de manière analogue, définir un rayon de la Terre ça serait R rond avec le rond avec cette croix, et on aurait le rayon de la Terre. Et pareil pour la masse volumique, on pourrait définir une masse volumique moyenne de la Terre. Ce symbole, il sert notamment quand on cherche quand on compare à d'autres planètes leur masse ou n'importe quelle autre planète. Quand on cherche à comparer avec des grandeurs caractéristiques une étoile, on va bien entendu se comparer à celle qu'on connaît le mieux, donc ça veut dire notre étoile, et c'est pour ça on a aussi un symbole classique quand on parle de notre étoile, c'est le symbole rond avec un point. Vous remarquerez que la différence de masse entre l'astre qui est la Terre et notre étoile est d'environ 1 million, et c'est assez caractéristique. Là, c'est une unité que je vais vous définir. C'est une unité qui est assez simple à se comprendre, c'est l'année-lumière. Comparé à ce que son nom pourrait indiquer, une année-lumière, c'est une distance et non pas une durée. Et c'est défini simplement par la distance parcourue par la lumière lors d'une année terrestre. Ici, 365,25, c'est une année julienne, c'est comme ça que ça se nomme, et on fait fois le nombre d'heures, fois le nombre de secondes, et on trouve à peu près que c'est 10 puissance 12 km. Vous vous rendez compte que l'ensemble des ordres de grandeur que je vous ai donnés, on a fait des symboles standardisés ou d'autres unités, c'est pour éviter de se traîner ces gros chiffres, et ça nous simplifie la vie. C'est pour ça que je vous introduis ces définitions. Alors, la dernière définition que je vais vous présenter, elle est aussi assez classique quand on parle de distance caractéristique, c'est le parsec. Elle est aussi utilisée, voire plus que l'année-lumière, parce que les astrophysiciens la préfèrent, parce qu'elle a une interprétation un peu plus physique. Enfin, l'année-lumière a aussi une interprétation physique, mais ils préfèrent le parsec en temps général. Alors, comment on peut définir le parsec ? Ici, on le définit à l'aide d'un triangle rectangle que vous pouvez voir ici. Ici, on définit, c'est le Soleil, et ici, c'est notre planète, la Terre. Et la distance qui sépare ces deux astres est une unité astronomique. Je n'ai pas mis ce que c'est une unité astronomique, mais c'est à peu près 300 millions de kilomètres. Et donc, un parsec, en fait, c'est une UA sur la tangente de 1 seconde d'arc. 1 seconde d'arc, qu'est-ce que c'est ? C'est 1/3600e de degré. Et on trouve que 1 parsec, c'est environ 3,26 années-lumière. Je vous ai dit que cette unité, le parsec, était un peu plus utilisée que l'année-lumière. C'est aussi parce qu'on a une interprétation qui se prête bien. Par exemple, on peut le voir ici à ce graphe. Ce graphe, c'est la distance des étoiles les plus proches à celle de notre Soleil. Et on peut voir que globalement, l'étoile la plus proche de nous, à chaque fois au cours du temps, elle se trouve à environ 3 ou 4 années-lumière, ce qui est environ 1 parsec ou 2. Et c'est assez caractéristique car les observations nous montrent qu'en temps général, la distance entre deux étoiles de systèmes stellaires différents est en moyenne de quelques parsecs. C'est pour ça qu'on l'utilise, au mieux de dire que c'est 15 années-lumière entre une dizaine et une quinzaine d'années-lumière. C'est plus simple. Donc maintenant, on a fini la partie définition, un peu rébarbatif, et on va passer sur des cas gravitationnels simples qui vont nous être utiles pour le reste de la conférence. Le cas le plus simple d'un gravitationnel, c'est quand on a deux corps qui sont en interaction gravitationnelle. Ici, on suppose un corps M1 et un corps M2. Le cas vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est quand M1 est très grand par rapport à M2. C'est le cas ici. Ici, par exemple, on va supposer que c'est le Soleil et la planète Terre, et on a globalement que la planète Terre, où le satellite va orbiter autour de la masse M1 de l'étoile, ce qui est le plus massif. Ce que vous voyez ici en point rouge, c'est la définition, c'est le barycentre des masses. Le barycentre des masses, c'est un point mathématique,
Et on peut le définir intuitivement comme cela. Imaginez que vous vous éloignez de très très loin du système, suffisamment loin pour que vous ne puissiez pas différencier l'astre M1 de masse M1 et l'astre de M2. Le barycentre des masses, dans ce cas-là, c'est le point à partir duquel, vu de loin, on voit un seul astre qui serait de masse M1 plus M2. Intuitivement, c'est ça, c'est cela. Est-ce que vous avez compris cette définition intuitive? Si vous avez compris, vous pouvez mettre simplement des mains en l'air et si vous ne, et si c'est le cas, et si c'est pas, si c'est le cas, je continuerai. Ok. Bon, dans ce cas-là, je vais continuer. Ok. C'est le centre de gravité. Alors, barycentre des masses, oui, ça peut être le centre de gravité, oui. C'est une autre manière d'appeler le centre de gravité. C'est exact. Donc, en gros, globalement, en fait, ici, on se rend compte que, sur ma diapo, que même l'astre M1 gravite autour, enfin, orbite autour, à une trajectoire autour de son centre de masse ou centre de gravité. En fait, il faut savoir que, par exemple, prenons un cas de notre système solaire. Si on suppose le système Soleil plus Terre, on se retrouve dans ce cas-là. Enfin, mais on se retrouve dans un cas même plutôt différent. Vu qu'il y a un facteur 1 million entre comme je vous l'ai montré, entre la masse de la Terre et la masse du Soleil, le centre de masse du Soleil, ou barycentre des masses du Soleil, est globalement le même barycentre que le système Terre plus Soleil. Donc, en gros, on n'a même pas ce cas-là, on a juste la Terre qui tourne autour du barycentre de masse du Soleil. Maintenant, si on suppose un autre cas où on prend Jupiter, Jupiter c'est un astre très massif de notre système solaire, et le Soleil, dans ce cas-là, le barycentre de masse ou le centre de masse du Soleil diffère du centre de masse du système Jupiter plus Soleil. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans un cas quasiment comme ça, s'il n'y avait que l'influence de ces deux astres. Bien entendu, en réalité, il y a d'autres astres qui entrent en cause, et il y a toutes les planètes gazeuses, notamment, qui ont des masses importantes. D'ailleurs, il faut savoir que le centre de gravité ou le centre de barycentre des masses de notre système solaire varie au cours du temps, car les positions des astres s'éloignent plus ou moins, et donc le barycentre des masses varie également. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc maintenant, on va venir à des cas un peu plus complexes. Là, je vous ai montré le cas plus simple, où on a un astre très massif par rapport à l'autre. Maintenant, on va avoir deux autres cas qui sont un peu plus remarquables, qui sont le cas de système binaire. Le système binaire, par exemple, on a une masse M1 qui est grande, mais pas trop par rapport à M2. Alors, grande, mais pas trop, c'est environ un facteur 100, par exemple. C'est un facteur 100 encore, on aura à peu près ce cas-là. Ici, on voit donc que les deux astres orbitent autour de leur barycentre de masse commun. On voit que l'astre le plus massif a une orbite intérieure, alors que l'astre le moins massif aura une orbite extérieure. Et le cas, je dirais, le plus impressionnant, c'est le cas quand on a deux masses qui sont d'à peu près le même ordre de grandeur. Et dans ce cas-là, si on a un système stable, on aura que les deux vont orbiter autour d'un même barycentre commun, encore une fois, mais leurs orbites vont se croiser. Là, je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas très loin de chez nous, entre guillemets. On a l'exemple de système binaire avec un rapport 100 ou un rapport 10 de masse, qui est l'exemple de Charon et de Pluton. Pluton, c'est une planète naine assez connue parce qu'elle a été rétrogradée il y a une dizaine d'années, 10-20 ans, de son statut de planète. Mais ce qu'on connaît moins, c'est son satellite naturel Charon, qui fait environ 0,12 fois sa masse. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un système binaire où on a Pluton qui orbite autour du barycentre commun, du barycentre de masse du système Charon plus Pluton. Et pareil pour Charon. Ici,
décidément. On t'entend plus, Quentin. Je suis désolé. Quentin, tu peux arrêter. Voilà. Tu relances ton Zoom probablement, comme tu avais fait tout à l'heure. Hop. Alors, en attendant, C'est bon, c'est c'est bon, bon, c'est tu bon, je suis es de de retour. retour. Je pense que c'est les animations qui prennent un peu de bande passante. Ah, Voilà. peut-être, ouais. Voilà. Les animations prennent de la bande passante. Donc ici, on a donc, je reprends, est-ce que vous m'avez entendu finir le passage sur Caron-Pluton? Vous mettez Oui, un pouce dans les airs. Alors dans ce oui, cas-là, oui, oui. ici, je vais vous parler maintenant du cas où on a deux astres de masse à peu près égale. Et l'exemple le plus proche qu'on a de chez nous, bah, c'est le système stellaire le plus proche de nous, qui est le système Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est un système triple. Il a trois étoiles. Alpha du Centauris A, alpha, Alpha Centauris bêta. Et une dernière qui s'appelle Proxima, mais Proxima ici a peu d'influence. C'est l'orbite que vous voyez en rouge. Et ce qu'il y a de remarquable avec Alpha du Centauris bêta et Alpha, c'est qu'ils ont à peu près le même ordre de grandeur de masse. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec le même cas que je vous ai présenté ici. Ici, alpha du Centauris A et alpha du Centauris B orbitent autour de leur barycentre commun. Et pareil pour Proxima qui va orbiter autour du barycentre. Ce qui est assez trompeur sur cette image, c'est que Proxima a une orbite très excentrique. Ce qui veut dire que si on suppose que les orbites de Alpha du Centauris A, alpha et bêta sont dans le plan de la diapositive, Alpha du Centauris B va couper le plan à peu près comme ça, si vous pouvez me voir. Et ça, c'est dû à son extensivité, excusez-moi. Voilà. Maintenant, vous vous doutez bien que plus on augmente le nombre d'astres, plus les orbites vont être complexes. Ici, je vous ai présenté le cas d'orbite de système à deux astres. Ça s'appelle le problème à étoile double ou à deux corps. Mais on peut se poser la question de ce qui se passerait si on mettait 3 corps ou si on mettait plus de corps, 5, 6, 7, n corps. Ce problème, en fait, en mécanique classique, c'est un problème assez connu qu'on appelle le problème des n corps. Il faut savoir que c'est un problème très compliqué et que Newton l'avait déjà posé, ce problème. C'est un problème de mécanique classique. Ce qu'on entend par classique, ça veut dire tout ce qui a été fait avant la mécanique quantique et la relativité. Oui. Et la relativité. Et donc, si on cherche à résoudre un problème à n corps, on a pris plus de 2-3 siècles à avoir les solutions analytiques de ces problèmes. Il y a le problème à n corps, il y a seulement 20 ans qu'on a eu la solution exacte en 1990. Et encore, ces solutions sont beaucoup trop lentes en fait, en réalité pour être calculées. Ça nécessite des outils mathématiques qui s'appellent les séries. Et la convergence de ces séries est très très lente. Et en pratique, on fait encore des approximations pour avoir le résultat de systèmes à n-corps. Par exemple, si on vous cherchait à simuler ce système, même sachant que il est probable que sur chacune des étoiles autour orbitent des planètes, ici, on ne ferait pas un calcul exact, on ferait des calculs approchés pour avoir à peu près ce qui se passe. Et même ainsi, c'est un calcul très compliqué. Le problème de n-corps, c'est quelque chose de difficile en tant que tel.
Maintenant qu'on a vu ces généralités sur les cas gravitationnels, que je vous ai un peu introduit ce que c'est les problèmes à une corps et le problème à 2 corps, même à 3 corps, on peut en discuter. On va avoir des cas assez concrets de phénomènes gravitationnels qu'on peut retrouver. Par exemple, là, c'est ce qu'on appelle le transfert de masse. Je vais le détailler plus après dans des diapos suivantes. Et là, je vais commencer par un autre phénomène qui est plus simple à comprendre et plus intuitif. Il s'agit du rayon de Roche. En gros, c'est un phénomène qu'on appelle classique. C'est comme je vous ai dit précédemment, c'est un phénomène qui peut s'expliquer par les outils classiques de la mécanique. Donc, ça veut dire avec les lois de Newton, les trois lois de Newton. Donc, supposons qu'on ait un astre, une planète qui soit très massive par rapport à un satellite, ici. En mécanique classique, entre guillemets, on suppose très souvent que, vu que le rayon et la masse de la planète est très grand, on va supposer que le satellite se réduit à son centre de masse. Autrement dit, le satellite devient un point avec une masse qui est égale à la masse du satellite. Le problème avec cette modélisation, c'est que en fait, le point est soumis à une force gravitationnelle unique et il possède également une vitesse unique. Alors que si on suppose un système volumique, donc il y a un volume, on va voir que ce point ici, là, il va être soumis à une force, à la force gravitationnelle qui va pointer vers la planète, comme ceci. Et le point là, il va aussi pointer vers le centre, va être aussi soumis à une force gravitationnelle qui va pointer, elle aussi, encore vers le centre de masse de la planète. Donc, vous voyez, la trajectoire va être comme ceci, et celle-ci comme ceci. Et une autre manière de voir les choses, c'est le point là va aller à une vitesse V2, et le point là va aller à une vitesse V1. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que du fait que du volume, chaque point du satellite va être soumis à des efforts différents. Et ces efforts vont se traduire par des contraintes. Et intuitivement, on comprend bien que si ces contraintes deviennent trop importantes pour le satellite, celui-ci va se disloquer. Cette dislocation, en fait, elle intervient à partir d'un rayon caractéristique qu'on a calculé classiquement, qui s'appelle le rayon de Roche. En gros, si le satellite se trouve au-delà, dans la partie droite du rayon de Roche, il ne va pas se disloquer dû aux forces de marée. C'est comme ça qu'on appelle ce phénomène. S'il traverse la limite de Roche, il va se disloquer dû aux forces de marée. On peut observer d'ailleurs ce phénomène de dislocation sur un des satellites de Mars. Mars possède 2 satellites naturels qui s'appellent Deimos et Phobos. Et Phobos se trouve quasiment à la limite de son rayon de Roche et on observe en effet à sa surface d'énormes fissures qu'on suppose donc à raison que cela est dû au phénomène de marée qui sont en train de déchirer Phobos. Ici, on a également une série de photos qui ont été prises par la NASA et le ESA, sur laquelle on a un astéroïde qui tombe sur le Soleil. On voit donc la succession. Le satellite il s'est donc rapproché de plus en plus du Soleil jusqu'à dépasser sa limite de Roche. Et là, on le voit, il se disloque peu à peu. Maintenant, on va commencer la partie dézoom de ma présentation, tout en revenant au fur et à mesure sur des phénomènes gravitationnels, comme je vous l'ai dit. On ne va pas l'oublier. Alors, je vais passer l'échelle stellaire et directement passer à une échelle qui englobe le système solaire. On appelle ça la bulle locale. Enfin, le nuage local, si vous préférez, ou la pelote locale. Elle possède beaucoup de noms en français. Vous la nommez comme vous voulez. En gros, il s'agit d'un nuage de gaz assez chaud qui se trouve à environ 6000 degrés, à peu près la température de notre étoile. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'il possède une densité particulière. Une densité particulière, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nombre d'atomes par volume.
assez faible, environ le 1/5 de la densité particulière qui se trouve dans le reste de notre galaxie, et le double de la densité particulière dans laquelle la bulle locale se trouve. La bulle locale se retrouve dans un autre ensemble qui se trouve être assez vide, vraiment très très vide. C'est pour ça qu'on arrive à définir cette zone, parce que c'est une zone dense dans une zone pas dense. C'est assez contre-intuitif. Si vous pouvez voir, il y a comme vous pouvez le voir ici, il y a des étoiles assez caractéristiques qui rentrent dans cette pelote locale. On a Alpha du Centaurus qui est à la limite. On a Sirius au loin qui ne rentre pas dedans. Et cette bulle locale, si vous regardez bien, fait environ 20 années-lumière de rayon. Retenez ces ordres de grandeur, 20 années-lumière. Donc, si on fait divise par 3 pour 1 parsec, ça fait environ 6 parsecs quasiment. Maintenant, on va avoir la bulle locale. La bulle locale, comme je vous ai dit, c'est un gros ensemble de densité particulière très faible, par exemple. Cette densité particulière faible, on la suppose due à l'explosion de supernova dans cette zone de l'espace qui aurait chassé un grand nombre de particules. Comment on sait ça? C'est parce qu'en fait, toute cette bulle locale, en fait, elle rayonne de manière anormale des rayons X. Et on en a déduit donc que c'était avec la combinaison de rayons X et de faible densité particulière, on en a déduit que c'était sûrement dû à une explosion de supernova. Ici, vous voyez que quelques étoiles qui font partie de cette bulle locale, on a Antares, qui est une grosse étoile, 18 fois la masse solaire, c'est une supergéante rouge. Et Beta Canis Majoris, c'est une étoile qui fait partie de la constellation du Chien. Qui est aussi une grosse étoile, elle fait environ 15 masses solaires et c'est une géante bleue. Donc c'est une étoile qui est bleue vue de loin. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, qu'on ne pense pas en temps général, mais oui, on a des étoiles bleues qui rayonnent dans le bleu. Et Betelgeuse, qui est une étoile aussi très grosse. Elle est assez visible en hiver, notamment en janvier. Et elle fait partie du top 20 de celles qu'on voit le plus dans le ciel. Hop. J'ai oublié de préciser, regardez, nous étions à 20 années-lumière, nous sommes passés à 150 années-lumière. Donc on a quasiment un facteur 6 qui a eu lieu ici. Maintenant, on passe à une échelle beaucoup plus galactique, avec notamment, on voit ici notre galaxie, la Voie lactée, avec ses bras spiralés. Un bras spiralé, par exemple le bras du Sagittaire, le bras d'Orion. Le bras d'Orion, c'est celui à lequel on appartient, il se trouve ici. C'est d'ailleurs un des bras les plus petits, c'est le bras le plus petit qu'on peut avoir dans la Voie lactée. On estime à peu près le rayon de la Voie lactée à 53 000 années-lumière. Donc, on est passé de 150 années-lumière à 53 000. Et ce que vous voyez là, ici, les petites taches, ce sont des amas globulaires. En gros, c'est des amas d'étoiles très concentrés qu'on observe assez bien avec des télescopes depuis la Terre. Parce que c'est des zones très lumineuses de l'espace où il y a vraiment une concentration importante d'étoiles, donc ça se voit assez bien. Donc, par exemple, on a un amas, la M11, on a M11 qui est assez caractéristique. Ici, on a aussi un autre sous-échelle qu'on appelle, c'est le Cloud Belt Cloud, qui en fait, on suppose que c'est un autre bras spiralé, mais ça, c'est les Anglais qui le définissent comme ça. Et ici, ce serait un diamètre de 3 kg par sec. Donc, il y a encore, vous voyez, encore un facteur 6 entre les deux échelles. Hop. Maintenant que je vous ai parlé de Voie lactée, vous avez bien vu sur l'image précédente qu'il y a une zone très lumineuse du centre de la galaxie. Et
il est maintenant admis que pour chaque galaxie spiralée est associé un trou noir supermassif qui se trouve en son centre. Un trou noir supermassif, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est beaucoup trop compliqué, parce que c'est de la relativité générale. Et la relativité générale, c'est ce que Einstein a sorti comme théorie en début du XXe siècle. C'est assez compliqué, même maintenant, ça nécessite un très bon niveau de physique. Tout ce qu'on sait, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'un trou noir supermassif, c'est une grosse catégorie de trous noirs. C'est la plus grosse catégorie qu'on puisse définir, et ça possède des masses énormes. Ça va du million à une dizaine de milliards de masses solaires. Donc, si vous vous souvenez bien, une masse solaire, c'est 1 million de fois la masse de notre Terre. Donc ici, on a des ordres de grandeur absolument pharaoniques. À côté de notre trou noir supermassif, c'est un petit trou noir supermassif, il fait seulement 4,2 fois 10 puissance 6, enfin 4,2 millions de masses solaires. Et ici, on arrive à le voir en rayon X. C'est assez caractéristique qu'on puisse observer un trou noir au rayon X, et je vais l'expliquer plus tard avec le phénomène de transfert de masse. Normalement, un trou noir, il n'y a rien en sort et rien en rentre. Enfin, si, il y a des choses qui en rentrent, il y a des particules qui peuvent être absorbées, mais on ne peut pas s'échapper à l'attraction d'un trou noir. Même la lumière se fait absorber par un trou noir. Ici, j'ai mis juste pour culture générale, le barycentre, à peu près le barycentre de masse de Sagittarius A, c'est à peu près le barycentre de la Voie lactée. Mais en tant que tel, ce n'est pas dû à sa masse, par contre, comme précédemment. Alors, comme je vous ai dit, un trou noir, on arrive à observer un trou noir au rayon X, et c'est assez caractéristique. Et cela est dû au phénomène de transfert de masse, où là, dans le cas du trou noir, c'est parce qu'il absorbe de la masse. Et je vais vous expliquer cela. Ici, on a, pour l'animation, voici l'animation qui décrit le phénomène de transfert de masse dans le cas d'une étoile avec un trou noir ou une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cadavre d'étoile. C'est un bloc de roche très concentré, de masse très élevée, mais avec un rayon très faible. Et donc, on peut voir ici que le gaz de l'étoile se fait lentement absorber et consumé, entre guillemets, par de l'étoile et s'agglutine dans un disque d'accrétion. C'est comme ça qu'on nomme ce disque de gaz autour d'un astre très massif. Et donc, il s'écoule dans ce disque d'accrétion. Une manière assez simple d'expliquer ce transfert de masse, c'est d'utiliser le diagramme de Roche. Alors, pour cela, il faut qu'on définisse la notion de potentiel gravitationnel. Un potentiel gravitationnel, c'est une manière assez simple de définir cela. C'est on va dire, c'est une surface, voire un volume, sur lequel une particule, n'importe quelle particule ou un astre massif, peut se déplacer sans avoir de coût énergétique. Donc, imaginons, ici, on a tracé des équipotentiels, donc ça veut dire des endroits où on a des potentiels, le même potentiel. Si j'ai une particule de gaz qui se trouve en ce point-là, elle peut se déplacer le long de la courbe sans aucun coût énergétique si elle était soumise uniquement à l'interaction gravitationnelle. Donc, maintenant que j'ai défini intuitivement ce que c'est un peu une énergie potentielle, je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionne le transfert de masse. Ici, on a encore une fois comme une masse M1 et une masse M2. Vous pouvez placer par exemple ici l'étoile que vous avez vue dans la précédente diapo. Et ici, on peut placer un astre très, très massif, mais de volume très faible. Donc, ça peut être un trou noir, ça peut être une naine blanche. Une naine blanche, c'est aussi un cadavre d'étoile qui est sorti de sa séquence principale. La séquence principale d'une étoile, c'est entre guillemets l'âge adulte d'une étoile. C'est avant la vieillesse. Il y a avant la vieillesse d'une étoile. Donc, c'est sa phase de vie courante, si vous préférez.
Et donc ici, on a la deuxième masse qui est c'est une masse assez grande avec un faible volume. Imaginons que le rayon de la masse de l'astre M1 soit supérieur à l'équipotentiel que vous voyez ici, là. Ce qu'on appelle le rayon de l'équipotentiel de Roche. Imaginons que celui-ci déborde. Comme je vous ai dit, sur une équipotentielle, une particule de gaz peut se déplacer sans coût énergétique. Donc, autrement dit, le gaz qui se trouve ici, il peut très bien aller se déplacer, aller ici, 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 aller ici et aller ici, sans aucun coût. Donc, pourquoi il ne le ferait pas? Eh bien, c'est ce qu'il va faire. Et en gros, le transfert de masse, c'est ce principe. Lorsque le rayon de l'astre est supérieur à la limite de Roche, ça veut dire la limite de Roche, c'est la première équipotentielle qui va pas faire le tour de l'astre, parce que ici, il y a une équipotentielle qui va tourner autour de M1. La limite de Roche, c'est la première équipotentielle qui va faire une rotation, entre guillemets, autour d'un deuxième astre. Lorsque cette équipotentielle est à une distance inférieure au rayon de l'étoile, il y a un lent transfert de masse d'une étoile à une autre ou d'un astre à un autre. Donc, dans ce cas-là, si on avait le rayon R1 qui serait comme ceci, on aurait donc le gaz d'une étoile va aller s'agglutiner autour d'une autre étoile. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est un peu, intuitivement, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, si vous ne comprenez pas, veuillez me l'indiquer. Comme ça, je peux vous refaire une autre sauce, comme on pourrait dire. N'hésitez pas à prendre le micro s'il y a un moindre problème. Et si ça n'est pas le cas, je passerai à la diapo suivante. Juste une question, on m'entend? Oui, oui. Qu'est-ce que tu entends par s'agglutiner à l'autre étoile? J'ai du mal à voir le phénomène dont tu parles. En gros, avec rien que ça, c'est un peu compliqué d'expliquer le disque d'accrétion, mais vous comprenez bien que ici, si on a un gaz qui peut circuler librement sur cet équipotentiel, il peut être partout. Et il va logiquement, il devrait même se répartir de manière uniforme. Donc, ça veut dire qu'au final, il y a du gaz, il y a une partie du gaz de l'étoile là qui va s'étendre, il va aller s'étendre dans l'espace et il va aller également du côté de l'autre astre. Et il va, entre guillemets, tourner. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bah, je pense que c'est bon, oui. Vous êtes sûr? Donc, en gros, une autre manière aussi de voir, ici, vous pouvez voir qu'il y a un sens de rotation de ce transfert de masse. En gros, c'est dû à la rotation de l'astre principal de très grosse masse. Le sens de rotation de cet astre va donner le sens d'écoulement des gaz, entre guillemets. C'est dû à l'inertie. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi un trou noir, ça rayonne au rayon X. Du fait de cet agglutinement de gaz sur le disque d'accrétion, il y a une quantité de gaz qui va aller s'agglutiner. Il va avoir un équilibre temporaire entre le poids du gaz, donc c'est la force gravitationnelle du gaz qui va être attirée par l'astre, qui va être attirée par le trou noir ou l'étoile à neutrons, et la force centrifuge qui va avoir tendance à rejeter le gaz en extérieur. Par exemple, comme quand vous roulez et que vous prenez un virage assez vite, vous allez être chassé dans l'extérieur. Le gaz, ça va être la même chose. Il va être chassé en extérieur dû à sa rotation. Mais si la masse devient trop importante, le gaz va aller s'effondrer sur l'astre. Et dans ce cas-là, le gaz va être accéléré. Et on a démontré que quand une particule est accélérée, elle va rayonner. Et dans ce cas-là, elle va rayonner dans le rayon X. Et ce que vous voyez là qui sort de l'étoile, en fait, c'est une manière
c'est une manière assez artistique de représenter en fait ces rayons X qui sont rayonnés. Et dans ce cas-là, on va appeler ce trou noir un pulsar rayon X. Il y a différents types de pulsars. Et un pulsar rayon X, c'est un pulsar qui rayonne dans le rayon X. Et c'est comme ça qu'on peut observer Sagittarius A. Sagittarius A mange, entre guillemets, de la matière qui s'effondre sur le trou noir, qui est accéléré, et on peut l'observer comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Sagittarius A, on a pris beaucoup de temps à l'observer. C'est parce que c'est un trou noir peu vorace. Il y a des trous noirs qui ont tendance à manger beaucoup de matière. Notre trou noir à nous, il est assez inactif, il a tendance à peu absorber de matière. C'est pour ça qu'on a pris des années, et ça fait même pas une trentaine d'années qu'on a réussi à l'observer, Sagittarius A. Maintenant qu'on a fini notre échelle, notre dézoom jusqu'à atteindre la Voie lactée, je vais pouvoir maintenant aller à une échelle encore au-dessus, ça veut dire parler globalement des galaxies. Ici, on a une vue d'artiste encore si je me souviens bien, ça doit être la Voie lactée, avec vue avec les infrarouges, si je me souviens bien également. Je vais devoir encore faire un peu de définition parce que ça va être utile, encore une fois. Ici, on va définir deux types de galaxies de manière assez intuitive. Si une galaxie possède un faible nombre d'étoiles, on va l'appeler galaxie naine. Ce qu'on entend avec faible nombre d'étoiles, ça veut dire inférieur à, à quelques milliards d'étoiles. Et au-delà, on appelle ça une galaxie. Et je ne vais pas rentrer dans la terminologie vraiment des galaxies. On va juste s'arrêter avec cette définition simple. Vous devez vous rendre compte assez bien qu'une galaxie qui possède plusieurs milliards d'étoiles va avoir une masse beaucoup plus importante qu'une galaxie naine. Autrement dit, pourquoi on ne pourrait pas avoir des phénomènes gravitationnels comme le phénomène de satellisation qui pourrait avoir lieu pour les galaxies? Pourquoi, si on a une galaxie supermassive, il ne pourrait pas avoir l'équivalent d'un satellite galactique, une galaxie qui va être satellisée autour de cette galaxie massive? Il n'y en a aucune. Et en réalité, ce phénomène s'observe et on a des phénomènes de satellisation de galaxies qui peuvent être observés. Par exemple, ici, on a la galaxie d'Andromède, c'est une galaxie assez massive qui se trouve assez proche de nous. Elle est plus grosse que la Voie lactée. Et on voit ici deux sous-galaxies. On a la galaxie M32, c'est la galaxie du triangle, si je me souviens bien, et une autre galaxie ça doit être M quelque chose. Ça doit être M quelque chose. Et on les voit ici qui sont en interaction gravitationnelle avec la galaxie d'Andromède. Ils vont, entre guillemets, être orbités autour de la galaxie d'Andromède. Mais c'est aussi le cas pour la Voie lactée, par exemple. Attendez. Oui. Par exemple, la Voie lactée, ici, vous pouvez voir, la Voie lactée possède, ce que vous voyez, tous les petits points ici, ce sont des galaxies proches de la Voie lactée. La Voie lactée possède environ, on considère qu'il y a environ une trentaine de galaxies appelées naines qui sont en interaction avec la Voie lactée. On a par exemple des galaxies connues depuis des siècles, comme on a la galaxie du Sagittaire, qui est une assez grosse galaxie, elle possède quelques milliards d'étoiles. On a le grand chien, le petit chien, des noms assez caractéristiques qui sont en orbite et en interaction gravitationnelle avec la Voie lactée. Maintenant que je vous ai dit ça, est-ce qu'on ne pourrait pas parler également du transfert de masse ou de limite de Roche à l'échelle galactique? On pourrait transposer ces notions à l'échelle galactique. C'est possible. Imaginons qu'une galaxie très massive rentre en interaction avec une galaxie moins massive et que celle-ci se rapproche beaucoup trop de celle qui possède une masse énorme. Par exemple, supposons que notre galaxie, la Voie lactée, se rapproche de la galaxie naine qui est du Sagittaire.
dû à la différence de masse énorme et que l'un est un satellite de l'autre, est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène de Roche ou quelque chose d'équivalent? Eh bien, c'est le cas, parce qu'on va observer que qu'une galaxie va être, entre guillemets, cannibalisée par l'autre, elle va être absorbée par l'autre galaxie. Alors, et voici, je vais vous montrer un phénomène de collision galactique, une simulation, où on voit deux galaxies qui se collisionnent. Ici, c'est deux galaxies d'à peu près masse égale. Ici, on voit donc, entre guillemets, deux collisions de galaxies. Elles rentrent en collision, il y a étirement de leur bras spiralés, et ils vont après se rapprocher par interaction gravitationnelle, jusqu'à ce qu'ils refusionnent en une seule galaxie. Ça, c'est le cas qu'on va avoir notamment avec la Voie lactée et Andromède, parce que la Voie lactée et Andromède sont deux grosses galaxies qui vont se rentrer dedans d'ici quelques millions d'années, une centaine ou quelques centaines de millions d'années. Par contre, la galaxie du Sagittaire et la Voie lactée sont déjà en interaction et globalement, il y a un transfert de masse qui a lieu entre la galaxie du Sagittaire qui perd du gaz. On a déjà observé des traces de la galaxie du Sagittaire dans la Voie lactée qui sont la marque un début de cannibalisation. Entre guillemets, c'est comme le transfert de masse. La masse de la galaxie du Sagittaire s'écoule vers la galaxie qui est la Voie lactée. Mais il y a d'autres exemples de ce cas. Oui, voilà. Hop. Donc ici, on a, comme je vous montrais, c'est une échelle un peu plus grande qu'on a dézoomé autour de notre Voie lactée. On a mis la Voie lactée qui s'appelle Milky Way en anglais ici. Et on a une échelle de LI, c'est Light Year. Light Year, c'est année-lumière en anglais. Ici, on a 8 millions d'années-lumière, sachant que la Voie lactée, je vous avais dit, c'était environ 53 années-lumière, 53 000 années-lumière. Ici, on voit qu'il y a un certain nombre de galaxies qui sont incluses dans ce qu'on appelle le groupe local. On compte au moins une centaine, avec des galaxies assez lointaines. Ici, NG55, NGZ 300, et deux gros monstres, entre guillemets, qui sont la Voie lactée et l'Andromède, qui ont autour d'elle pas mal de satellites. Maintenant, on dézoome encore, parce que on ne s'arrêtera pas ici. L'échelle de l'univers est bien plus grande que ce qu'on pourrait croire. Voici, là, c'est un très gros dézoom qui a été réalisé. Le groupe local, c'est ce que vous voyez quasiment pas, c'est quelque part par là. Et là, vous pouvez voir un rayon qui est de 110 millions d'années-lumière. On est passé de 8 millions d'années-lumière à 110 millions. À un milliard même. Donc ici, on a le groupe local. On appelle ça le super amas de la Vierge, parce que en fait, dans ce super amas de la Vierge se trouve un amas assez caractéristique qui est très dense. C'est l'amas de la Vierge. C'est une zone où vous voyez, il y a beaucoup de galaxies. Ce que vous voyez à chaque point, j'ai oublié de préciser, c'est des galaxies. Chaque point est une galaxie et le super amas de la Vierge prend son nom du fait qu'on a un amas très massif qui est l'amas de la Vierge, mais il y a l'amas de la Vierge 2, il y a l'amas du Lion. Nous, on se trouve dans une zone dans une zone vraiment peu dense du super amas de la Vierge. Et c'est toujours pas fini, on peut encore dézoomer. Ici, c'est la taille maximum que l'humanité pourra observer oui. Il faut savoir que l'univers, on a à peu près réussi à dater sa formation, donc ça veut dire on a réussi à dater quand a eu lieu le Big Bang, donc la formation de ce qu'on pourrait appeler le début de notre univers, et on a réussi à le dater à peu près à 3,8 milliards d'années. Sachant que la vitesse de la lumière, c'est la limite physique des ondes qu'on utilise, en faisant un petit calcul,
on peut essayer de calculer la distance à partir de notre planète. Notre planète, et notre système, il se trouve ici, hein, avec le super amas de la Vierge qui se trouve aussi quelque part par là. On peut essayer de calculer à quelle distance maximum on peut avoir de l'information. On peut avoir de l'information car si, imaginons qu'on se trouve à un point ici, même si la lumière avait été émise au début de l'univers, bah, on ne pourrait pas encore l'observer de chez nous parce qu'il y aurait encore quelques milliards d'années avant qu'on puisse la voir. Cette distance, ce rayon de l'univers observable, c'est donc l'âge de l'univers, donc 3,8 fois milliards d'années, fois la vitesse de la lumière, et on trouve que c'est environ 1,38 milliards d'années-lumière. Donc, je vais vous refaire un petit tableau de ce qu'on a fait. On est parti d'une échelle où, par exemple, la distance Terre-Lune, c'est environ 1 à 2 secondes lumière, à une échelle où on était à la distance entre deux étoiles, en moyenne, deux étoiles de systèmes différents, c'est 10 à 15 années-lumière. Et après, on est passé à une autre échelle avec des milliers d'années-lumière. Maintenant, on est quand même aux milliards d'années-lumière. Ce qui vous montre la démesure de notre univers. Et ça, c'est que l'univers observable. On ne pourra jamais vraiment savoir ce qui se trouve au-delà de cet univers observable. Et c'est ainsi que je vais conclure en vous mettant cette diapo qui retrace vraiment le dézoom qu'on a réalisé au fur et à mesure en passant de notre système, en passant après à un ensemble proche d'étoiles proches de chez nous, en passant après avec notre galaxie, le groupe local. Ici, ça c'est encore le Light Naika, c'est encore un sous-ensemble qui est inclus dans l'amas de la Vierge, mais par choix, j'ai décidé de ne pas vous le décrire parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et après, on a l'univers observable qui est ici. Donc, je dirais que ma conférence finit maintenant. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis bien entendu ouvert à tout type de questions, notamment je peux me placer sur un tableau blanc si vous avez besoin si j'ai besoin d'écrire des choses ou des équations, n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si besoin est. Merci. Merci à toi, Quentin. Tu nous as noyé dans les chiffres et dans l'immensité de l'univers. C'est juste monstrueux. On croit savoir des choses, mais finalement, on est loin de tout connaître. C'est super intéressant. Donc, effectivement, comme l'a proposé Quentin, n'hésitez pas à poser les questions. Donc, pour cela, vous réactivez votre micro le temps de vos questions. Et puis, Quentin ou d'autres personnes se feront un plaisir de vous répondre. Bien entendu, notamment, il y a les deux, trois passages techniques que je définis avec le transfert de masse et le rayon de Roche. Si vous voulez plus d'informations, peut-être comment on peut arriver à ces résultats, peut-être partie de démonstration, je peux vous donner les pistes qui ont été utilisées, je les connais. À part pour ici, ça c'est des idées un peu plus compliquées. Mais je peux vous donner déjà des pistes de comment on est arrivé à ce résultat, par exemple. Si je peux me permettre de poser une question? Oui, vas-y. Eh ben, déjà, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Et ça m'a fait apprendre des choses aussi, comme quoi. Et je voulais revenir sur la limite de Roche de la Terre. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Alors, limite de Roche de la Terre avec la Lune? Oui, voilà, c'est ça, avec la Lune. Et effectivement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et du coup, ma question, ce serait, c'est quoi pour la Terre, c'est quoi la valeur de cette limite de Roche? Et qu'est-ce qu'il en est des satellites artificiels? Est-ce qu'il faut faire attention à placer ces satellites artificiels après la limite de Roche? Ou alors est-ce que c'est un cas particulier? Alors, a priori, c'est une notion qui s'étend à tout astre. La limite de Roche, ça prend juste en compte les paramètres pour la calculer, la distance D, critique. On l'estime à peu près à 2,42 fois le rayon de la planète, fois la racine troisième de la masse volumique de la planète,
sur la masse du satellite. Globalement, ici, en fait, tant que l'objet a une masse volumique, logiquement, il devrait avoir une limite de Roche. Mais après, on peut faire des petits calculs même. Pour moi, a priori, tous les satellites on possède cette limite. Après, on peut regarder, imagine on a bien des astéroïdes qui tombent sur la planète Terre. On a bien des astéroïdes qui tombent dessus sans être disloqués. Enfin, ici, ils ont été disloqués la plupart des fois. Imaginons qu'on a un gros satellite ici. Il va souvent partir en morceaux avant d'arriver dans l'atmosphère. Et même dans l'atmosphère, il va encore partir en morceaux dû aux forces de frottement. Donc, si a priori, a priori, la limite de Roche existe. Mais après, quand on entend disloquer, c'est juste qu'en fait, au mieux d'être un bloc énorme, il va se fissurer. Hop. Et après, on va avoir des autres blocs. Yep. Voilà. D'accord, j'avais pas compris qu'en fait la limite de Roche c'était quelque chose qui dépendait aussi du satellite. J'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose qui dépendait uniquement de l'astre. Mais ok. Après, une manière intuitive de voir ça, c'est que imagine que tu as un petit astre comme ça. Alors, ici, je vais mettre le centre de masse ici. Hop. Ici, c'est la force gravitationnelle du point là. Et ici, ça va être le point gravitationnel là. Ici, tu vois que les flèches sont assez proches l'une de l'autre. Alors que si je te mets un gros satellite comme ça, on va dire qu'il y a une faible masse. Bah, ici, lui, il va tendre vers ici. Et lui, il va tendre vers là. Ici, on va avoir des vecteurs bien différents, des forces gravitationnelles qui vont dans des sens, dans des directions assez différentes. Et ça va forcément avoir il va forcément avoir plus d'efforts exercés sur le satellite. Est-ce que ça te satisfait comme explication? Oui, ça me satisfait complètement. Merci. Pas de problème. Une autre manière de voir, c'est comme je vous l'ai dit, ça, c'est avec les vecteurs des forces, avec les forces gravitationnelles, c'est aussi avec les vitesses. Le point là, il va aller à une vitesse V1, c'est comme dans un tourniquet. Plus on est proche du centre, plus on est lent, et plus on est loin, plus on va être rapide. Ici, on va avoir une vitesse énorme également. Donc, on va avoir aussi le même objet va aller à deux vitesses différentes et ça va frotter forcément. Il ne faut pas voir ça comme une explosion, mais plutôt comme une fracture, comme une montagne qui s'effrite. Et si vous regardez 2-3 photos de Phobos, par exemple, Phobos, le satellite autour de Mars, il a des grosses fissures dessus. C'est vraiment, on pourrait voir ces fissures comme celles de l'érosion d'une montagne. Moi, du coup, j'ai aussi une question. Enfin, j'ai d'abord une remarque, puis aussi une question. Ouais, juste pour le rayon de Roche, il me semble, pour les trucs peu massifs comme la Terre, que en fait, le rayon de Roche se situe en dessous du niveau de la croûte terrestre, quoi. Du coup, que ça n'affecte pas trop nos satellites, enfin, dans une certaine mesure. Et que c'est plus pour des gros trucs qu'on prend en compte. Mais du coup, ma question, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était à la toute fin sur l'univers observable. Et un truc que j'ai pas compris. Tu as parlé de. Ouais, je veux bien que tu reviennes sur la diapo. C'était pas la finale, c'était l'avant-dernière. Bon, ça charge. Ouais, j'ai l'impression que ça a planté chez Quentin son diaporama. Ouais. Mais oui, j'espère qu'il m'entend quand même. Tu m'entends, Quentin? On ne le saura pas. Bon, je vais attendre. Bon, en attendant le retour de Quentin, je vous ai mis dans la discussion une petite, 2-3 lignes sur la prochaine conférence et sur un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur vous. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour y répondre, ça serait sympathique. Et Quentin nous rejoint tout de suite. Il est dans la salle d'attente et il est en train de... Voilà, il est là. On t'avait perdu, Quentin. Ah, les joies de la technologie, hein. Le 21e siècle. Il y a Yanis qui a posé une question. Je ne sais pas si tu as pu l'entendre ou pas. Non, allez-y.
Ouais, du coup, j'avais une question. Est-ce que tu peux mettre ton avant-dernière diapo, s'il te plaît? Je vais le faire, je vais le faire. Alors, je vais repartager l'écran. Hop, voilà. L'univers observable, je crois que tu m'avais parlé, c'est ça? Oui. L'univers observable. Hop, voilà. Ouais, alors. Ouais, ce que je comprends pas, c'est le. Enfin, il y a 13,8 milliards d'années fois C, ça fait 1,38 milliards d'années-lumière. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est pas 13,8 aussi. Ah oui, oui, il y a une... Non, non, comment ça? Tout poids, c'est 1,38, c'est ça? Ouais, et pas 13,8. Enfin, il vient d'où le facteur 10? Le facteur 10. Le facteur 10. Ah, parce que tu as fait le calcul et tu as un facteur 10, toi, en différence? Parce Non, que mais 3,0 fois 10 puissance... on peut faire le calcul. On pose 3,0 fois 10 puissance 8. Ça, c'est en mètres par seconde. C'est à peu près la vitesse de la lumière. Moi, dans mes calculs, j'avais pris la vraie vitesse avec 2,999, mais ça va être compliqué. mais enfin, c'est juste par la définition de l'année-lumière, c'est la Ouais. distance parcourue en un an. Du coup, si on fait un nombre d'années fois la vitesse de la lumière, ça fait Je juste. suis d'accord. Il y a une erreur de 10 puissance 10 dedans. Je suis entièrement d'accord. Ici, la virgule a été décalée dans ce cas-là. Ok, ouais, bah C'était une erreur de frappe. Je suis entièrement d'accord. Ok, bon, bah, pas de souci, alors je comprends tout. Je peux apporter une petite remarque sur ce slide. Oui. Dans l'absolu, en fait, il y a aussi l'expansion de l'univers qui intervient et qui met un peu le bazar. H0, ouais. Le rayon de l'univers observable, il est beaucoup plus grand que ça. De mémoire, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 45 ou 46 milliards d'années-lumière en tenant compte de l'expansion. Oui, dû à H0, je crois, c'est comme ça qu'elle se nomme le facteur d'expansion. Ouais, alors ça, je saurais pas te dire, mais effectivement, en fait, bon, le calcul est pas faux, hein, effectivement, mais avec l'expansion, ça met un peu le bazar dans les chiffres. C'est pour ça que je fais pas de la relativité. C'est ça, mais voilà. Bon. En fait, ça donne j'aurais dû le préciser, mais ça donne un ordre de grandeur. C'est pareil pour... est-ce qu'il va râler encore une fois? Pareil pour les ordres de grandeur que j'ai donnés ici, c'est arbitraire. On n'a pas vraiment donné de masse maximale à un trou noir supermassif. C'est juste que globalement, pour l'instant, on n'en a pas observé des plus lourds. En gros, il ne faut pas prendre tous les ordres de grandeur comme si c'était le absolu. Il n'y a rien d'absolu dans nos observations. L'univers observable, c'est une définition qui a été donnée arbitrairement, mais de toute façon, c'est une définition arbitraire. C'est comme la définition de barycentre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, mais à l'échelle de l'univers entier, l'expansion du coup, elle est plus tout à fait négligeable. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même il n'y a pas un facteur 10 d'écart, mais il doit y avoir un facteur 3 quand même. Donc, a priori, est-ce que quelqu'un a une autre question? D'ailleurs, j'avais oublié de préciser sur cette image, ici, je vous ai parlé d'un transfert de masse avec notamment une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Ici, on a les transferts de masse où là, on voit une naine blanche. Une naine blanche, c'est aussi, ça fonctionne également. Et ici, on aurait une étoile, une supergéante. J'avais précisé, mais ici, on a une image d'artiste qui représenterait le même phénomène. Donc voilà. Alors, j'avais une question sur la limite de Roche. Oui. Est-ce que c'est à ce phénomène qu'on peut attribuer l'observation qu'on a faite, je crois que c'était en 1997, de la comète qui s'était affalée sur Jupiter et qui s'était disloquée justement avant d'arriver? Oui, c'est le cas.
Jupiter, c'est Ça rappelle d'ailleurs furieusement les petites photos bleues là, qui sont sur le côté du… c'est le cas, c'est le cas. Oui, comment elle s'appelait cette météorite? Elle portait pas un nom avec un M? C'est Shoemaker-Levy, un truc comme ça, je crois. Non? Peut-être. Ça me dit rien par contre. Ça. Bon, bah, c'est peut-être le cas. Mais oui, c'est les phénomènes de marée les forces de marée sont d'autant plus grandes que l'astre est massif et Jupiter et le Soleil sont des astres très massifs, donc ils ont des limites de roche qui existent. Par exemple, le satellite naturel Io de Jupiter est soumis à des forces de marée monstrueuses et c'est pour ça que son atmosphère est si chaude et aussi les forces de marée sont une des raisons pourquoi il y a une tectonique volcanique importante sur Io. Les forces de marée exercent ont des contraintes très importantes sur Io, et Io est en dehors de la limite de roche. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un satellite qui puisse être un astéroïde qui puisse être disloqué par Jupiter. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier d'avoir participé également à cette conférence. Merci beaucoup à toi, Quentin. C'était passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous samedi après-midi à 14h30 pour une prochaine conférence qui nous fera un petit peu un état des lieux sur où est-ce qu'on en est actuellement dans le cadre de la lutte contre la pollution lumineuse. Cette conférence sera animée par une personne du GAD, donc du Club astronomique du Dauphiné, Alain Salem, qui nous proposera ça donc samedi à partir de 14h. Je vous ai remis le programme dans l'onglet discussion et puis un petit questionnaire rapide. Alors, ce n'est pas de la satisfaction sur la conférence, mais c'est plus pour vous connaître, savoir votre moyenne d'âge, d'où est-ce que vous venez, tout ça. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir libérer Quentin. Ouais. Tu as enregistré l'émission Oui, la conférence est enregistrée. Les liens ils seront sur la page Facebook de l'AMJC et le site internet. Et puis je les mettrai sur l'Agora du Club Astro de l'AMJC. Merci. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci encore et félicitations Quentin pour ta présentation passionnante. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à samedi pour ceux qui nous rejoindront samedi après-midi. Au revoir. Au revoir. À bientôt.